Très cher père spirituel, face à ce drame que le Rwanda impose une énième fois à notre pays, nous faisons néanmoins un certain nombre d'observations dont la teneur est reprise dans les lignes qui suivent. De prime abord, nous nous interrogeons sur la pertinence d'un dialogue entre politiciens congolais dans le contexte de guerre d'agression que nous traversons. En effet, réunir des politiciens dont la plupart n'a aucune expérience militaire ni véritable capacité d'apporter des solutions sur la problématique militaire qui se pose, mais dont pour la majorité, le dialogue constitue une tribune d'expression d'ambition personnelle et de quête subtile de positionnement politique, nous semble être une démarche biaisée en amont et dont l'impact sur le cours de la guerre est nul, si pas négatif. Nos troupes engagées dans le combat seront-elles plus motivées, mieux équipées, plus enclins à vaincre si des politiciens à Kinshasa se mettaient autour d'une table, formaient un nouveau gouvernement d'union nationale, se repartissaient des postes au sein des entreprises du portefeuille de l'État? Car nous savons très bien qu'aucun dialogue entre Congolais ne se fait de façon totalement désintéressée. Sinon, quel en serait l'intérêt si aucun commerce n'y était attendu? Winston Churchill disait « Vous avez choisi le déshonneur plutôt que la guerre. Alors vous aurez le déshonneur, mais aussi la guerre. » Nous voulons que les institutions de la République fassent leur travail. Le président est en place. Lui, il est là jusque 2028. C'est son mandat. La première ministre doit rester en place et régler les problèmes du Congo à la tête de son gouvernement. C'est sa mission. Ce que nous sommes tous touchés par le drame que nous vivons. Il y a eu 3000 morts à Goma. Et lorsqu'on annonce 3000, généralement, c'est 3 fois plus. Ce sont nos frères, nos cousins. Nous avons tous quelqu'un qui de la famille à Goma. Lettre ouverte du mouvement politique Le Centre à l'attention des pères spirituels de la Synco, Église catholique, et de l'Église du Christ au Congo au sujet de leur proposition de dialogue national. Très cher père spirituel, le mouvement politique Le Centre suit avec une attention soutenue l'évolution de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de notre pays. Nous avons de façon patriotique, face à ce drame que le Rwanda impose une énième fois à notre pays, fait plusieurs déclarations médiatiques et avons adressé un mémorandum contenant des propositions concrètes et réalistes pouvant contribuer à aider la RDC, notre pays, à garder sa dignité, sa grandeur, à l'ensemble de ceux qui ont une opinion forte en République démocratique du Congo. De ce fait, après avoir suivi la démarche que vous avez récemment entamée en vue de l'organisation d'un dialogue national, pour retrouver une cohésion nationale, dites-vous. Notre pays a effectivement besoin de cohésion nationale, nous en convenons. Nous faisons néanmoins un certain nombre d'observations, dont la teneur est reprise dans les lignes qui suivent. De prime abord,
nous nous interrogeons sur la pertinence d'un dialogue entre politiciens congolais dans le contexte de guerre d'agression que nous traversons. En effet, réunir des politiciens dont la plupart n'a aucune expérience militaire ni véritable capacité d'apporter des solutions sur la problématique militaire qui se pose, mais dont pour la majorité, le dialogue constitue une tribune d'expression d'ambition personnelle et de quête subtile de positionnement politique, nous semble être une démarche biaisée en amont et dont l'impact sur le cours de la guerre est nul, si pas négatif. Nos troupes engagées dans le combat seront-elles plus motivées, mieux équipées, plus enclins à vaincre si des politiciens à Kinshasa se mettaient autour d'une table, formaient un nouveau gouvernement d'union nationale, se repartissaient des postes au sein des entreprises du portefeuille de l'État, car nous savons très bien qu'aucun dialogue entre Congolais ne se fait de façon totalement désintéressée. Sinon, quel en serait l'intérêt si aucun commerce n'y était attendu? Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons de quoi nous parlons. Au regard de la gravité de la situation, voir un tel chef-d'œuvre d'hypocrisie politique se construire devant nous nous fait désespérer de la conscience citoyenne des acteurs de la société congolaise, politique et société civile. Quand est-ce qu'il y a eu un dialogue inter-ukrainien pendant l'attaque de la Russie, ou de dialogue intercoétien pendant l'attaque de l'Irak, plus récemment, dans le conflit opposant les Palestiniens à Israël? On a d'un côté le Fatah, de l'autre côté le Hamas. Quand est-ce que, plutôt que de se défendre et de défendre leur dignité, a-t-on vu les Palestiniens chercher avant toute chose, à faire un dialogue interpalestinien entre le Hamas et le Fatah? La cohésion des cœurs et le sens patriotique ne peuvent pas s'accommoder de tous ces simagrées. Nous considérons pour notre part que le premier pas dans la recherche de la paix et la résolution de la crise sécuritaire qui nous frappe est la défaite des insurgés et le retrait du Rwanda, pays agresseur. Au plus fort de la crise, provoquée en 2012 par le même mouvement, les efforts avaient été premièrement concentrés sur le retrait de l'armée rwandaise et la victoire de l'armée congolaise sur les insurgés. Et c'est seulement après cela qu'ont été envisagées des concertations nationales pour consolider la cohésion nationale et faire front face à l'ennemi dans une harmonie politique interne retrouvée. D'où vient aujourd'hui que l'on veuille mettre la charrue avant les bœufs? Pendant que nos troupes sont sous le feu de l'ennemi, que des jeunes Congolais s'enrôlent dans l'armée, que d'autres tombent sur le champ d'honneur, que le Rwanda installe une administration parallèle à Goma,
que le Rwanda projette de créer une monnaie pour les territoires occupés en ressuscitant ce vieux projet du RCD Goma, la priorité serait une réunion des politiciens égotiques dans les salons climatisés de Kinshasa. Mais de qui se moque-t-on? Qui leur a dit que ce pays était à eux, ces politiciens-là? Qui leur a dit que notre honneur et que notre dignité, nous mettions ça en marchandage face à leurs intérêts particuliers? La priorité, selon nous, est de consolider l'efficacité du front militaire et d'améliorer la gouvernance pour offrir à notre armée, dans une discipline patriotique affirmée, les moyens de la victoire et de l'honneur national. Jamais, dans l'histoire du Congo indépendant, notre pays n'a été aussi riche et n'a eu autant de moyens. Jamais. Notre armée n'a eu autant de moyens qu'aujourd'hui. Les lois budgétaires, les lois de reddition de comptes nous renseignent que nous oscillons entre 10 et 15 milliards de budget annuel depuis 3 ans et que nous nous approchons, sinon nous dépassons le 1 milliard sur l'armée nationale. Alors pourquoi désespérer alors qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un simple problème d'organisation et de sursaut patriotique? Ce ne sont pas les hommes de valeur qui manquent dans nos services de sécurité civils et militaires. Monsieur le Président, c'est eux la solution. Et c'est de là que viendra le salut de notre patrie. Pas d'un dialogue entre des politiciens à Kinshasa. C'est donc de cette manière, et seulement de cette manière, en faisant appel à toutes les intelligences militaires et stratégiques que nous avons, en mettant en corrélation l'efficacité des moyens dont nous disposons dorénavant et des objectifs que nous avons à atteindre. Nous disons donc, c'est de cette manière que nous écrirons le récit national, que la postérité prendra un exemple. Le président de la République démocratique du Congo doit le savoir, que ceux qui veulent entraîner un dialogue prématuré sont ceux qui mettent sur la balance, pour lui, la préservation de son fauteuil. Nous pensons que le rôle qui est le sien, c'est celui de la préservation de la dignité nationale, pour la mémoire et l'histoire, pour la dignité de notre pays. L'histoire, oui l'histoire, ne devra pas, de notre époque, dire, plutôt que d'organiser la défense de la patrie, nos parents dialoguaient entre eux pour savoir qui avait de son côté le monopole de la vérité pendant que le Rwanda envahissait le Congo. L'histoire ne doit pas dire cela. Nos petits-enfants ne doivent pas dire cela de nous. Ne soyons pas la génération, par son incurie, qui par son incurie aura consacré le galvaudage de l'héritage des pères de l'indépendance. Chers pères spirituels, la nature de la crise à laquelle nous faisons face est une action armée, orchestrée par un pays étranger, qui a pour objectif de coloniser nos terres et en piller les ressources, pour le compte des commanditaires qui sont des nations puissantes, c'est vrai, sur l'échiquier mondial, très certainement,
et des multinationales tentaculaires, nous en convenons. Il procède en instrumentalisant certains compatriotes qui ont choisi de céder à l'appât du gain avec des revendications aussi floues qu'inacceptables pour notre jeune démocratie. Pourquoi voulez-vous qu'on accepte cela? Pourquoi voulez-vous que nous cautionnons cela? Sommes-nous à ce point désarmés? Avons-nous à ce point perdu l'espoir, notre fierté et notre dignité? Le centre considère que vouloir dialoguer dans ces conditions avec eux, alors qu'ils viennent, il n'y a même pas 10 jours, au prix de milliers de morts congolais. Les Nations Unies parlent de plus de 3000 morts recensés jusque-là. Alors qu'ils viennent de faire la conquête de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et qu'ils menacent le Sud Kivu, l'aéroport de Kavumu, Bukavu, en ce moment-là précis. Vous voulez qu'on dialogue avec eux plutôt que d'organiser notre défense? Cher père spirituel, cela nous semble moralement inadmissible. Un tel dialogue n'aura en réalité pour effet que le rétropédalage de notre pays, 30 ans en arrière, alors qu'il est engagé sur la voie de l'enracinement de sa démocratie constitutionnelle. Ce serait une violation de notre Constitution, dont l'évolution vous étiez par ailleurs que peu souhaitable. Notre Constitution non seulement qualifie les actes des envahisseurs et des traîtres congolais comme de la haute trahison, mais elle définit la non-violence et les élections comme le seul mode d'accession aux responsabilités publiques. N'avons-nous pas compris que le brassage et mixage tant réclamés par les insurgés, qui ont provoqué successivement des crises sécuritaires dans notre pays, constitue une stratégie du Rwanda, notre agresseur, pour nous infiltrer et perpétuer le cycle de pillage de nos ressources et la fragilisation continue de notre appareil sécuritaire? Comment est-ce possible qu'après ce constat, après l'histoire douloureuse que nous partageons, nous Congolais, tous ensemble, comment est-ce possible qu'après les luttes héroïques des années 2000 avec Mouzé Kabila, comment est-ce qu'après avoir dit que nous ne trahirons pas la patrie, comment est-ce qu'après tout cela, nous pouvons encore penser qu'il est possible de transiger avec ces ennemis de la patrie? Il y a classiquement 3 cas de figure qui existent en termes d'approche de négociation. Soit le rapport de force est en votre faveur, soit le rapport de force est à l'équilibre, soit vous êtes en train de perdre. Voilà les conditions de la négociation. Rapport de force en votre faveur, vous allez en négociation comme l'armistice de 1918, comme la conférence de Yalta de 1945, pour imposer à ceux qui perdent les conditions de la défaite. Soit alors, effectivement, vous êtes perdant et vous subissez. Ou alors, c'est quand il y a un équilibre des forces et qu'il n'est plus militairement possible d'envisager une victoire. Voilà les 3 cas de figure. Alors, de pressantes interrogations taraudent nos esprits dès lors. Dans quel cas de figure, cher père spirituel, situez-vous ce dialogue, incluant le M23?
Considérez-vous que la RDC soit en position de force? Ou alors que nous sommes en train de perdre cette guerre? Ou estimez-vous, tout simplement, que notre armée nationale, les FARDC, les vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, considérez-vous que cette armée-là est à mettre au même niveau qu'une rébellion terroriste stipendiée par le Rwanda? Quelle serait, très cher père spirituel, la conclusion en temps de guerre d'une telle initiative? L'abandon de notre Constitution? La légalisation de sa violation? Ou simplement une abdication honteuse et pernicieuse de la RDC face au Rwanda? Croyez-nous, cela consacrera la fin de la RDC telle que nous la connaissons. Et les gens de ma génération doivent considérer cela comme inadmissible. Outre ces interrogations, nous avons une nette impression que dans la présentation et le marketing de ce dialogue, l'on voudrait, de manière sibylline, présenter à l'opinion, d'un côté, l'image d'un pouvoir affaibli et à l'origine de la crise sécuritaire actuelle, suite à ses ambitions réformatrices de la Constitution, et de l'autre côté, une opposition anti-réforme constitutionnelle, renforcée par la faveur des circonstances, ce qui ne correspond en rien à la situation politique et à la situation que nous connaissons tous. Le problème, nous insistons, est militaro-sécuritaire. Ne vous trompez pas, ça n'a rien à voir avec nos débats constitutionnels. Cette guerre a 30 ans. Ces rébellions ont 30 ans et subissent de nombreuses métamorphoses. L'objectif, c'est la balkanisation du Congo. Pour eux, votre constitution, c'est du papier toilette. Ils ne se battent pas pour elle. Ne vous trompez pas. Nous pensons, très cher père spirituel, que lorsqu'on se pose en conciliateur, l'on doit veiller à ne pas biaiser jusqu'à l'image des protagonistes. Cher père spirituel, le désarroi dans lequel se trouvent nos compatriotes après le carnage de l'armée rwandaise à Goma nous choque, tout autant qu'il choque toute la nation. Mais nous avons le devoir de ne pas paniquer, ni diluer dans notre peine la lucidité qui doit nous caractériser afin de trouver des moyens objectifs pour délivrer définitivement notre nation des appétits voraces d'un pouvoir tyrannique qui a pour ambition la colonisation de nos terres. Car l'urgence aujourd'hui réside dans la définition d'une approche diplomatique gagnante et honorable pour notre pays et l'élaboration d'une stratégie militaire efficace. Le format du dialogue que vous proposez, bien que d'une esthétique morale louable, n'est pas une solution crédible face à la guerre que nous impose le Rwanda et son bras séculier, le M23 AFC. C'est ça la vérité. Et c'est pourquoi nous reprenons ici des propositions qui nous semblent pertinentes et qui devraient plutôt être la priorité de ceux qui nous dirigent. Sur le plan diplomatique d'abord, le Centre considère que le microcosme diplomatique est dirigé essentiellement par des intérêts parfois divergents entre nations et que de jolis mots touchants ou une belle présentation ne suffisent toujours pas à convaincre et pour joindre à sa cause.
Le centre préconise donc que le Congo ait une approche diplomatique claire et décisive qui mette à la fois tous les acteurs impliqués devant leurs responsabilités, mais qui offre également au Rwanda et à la RDC des sorties honorables à l'issue de cette crise. Ainsi, le centre pense que, premièrement, il faut obtenir diplomatiquement le retrait sans délai et sans condition de l'armée rwandaise et du M23. Nous l'avons déjà fait en 2012, donc c'est possible, en utilisant les mêmes armes diplomatiques. 2. Pour la pérennisation de la paix que nous espérons ainsi retrouver entre les deux nations, le centre propose la création d'une zone tampon des Nations Unies étendue sur au moins 2 km de part et d'autre de la frontière commune des deux pays et occupée par la force opérationnelle de l'Union européenne, EUFOR, qui a déjà été déployée en RDC à une époque, et de la force africaine d'attente, FAA, ou encore, pourquoi pas, par l'armée américaine. On a un gouvernement américain très pro-business et qui a une vision stratégique pragmatique des situations. Le Congo, c'est l'Arabie Saoudite de demain. Les ressources, les terres rares que nous proposons à l'humanité peuvent être directement dans l'intérêt mutuel de nous et des autres, être commercées à travers des intérêts stratégiques clairs. Toutes les terres rares qui conditionnent la transition écologique, la révolution robotique, les nanotechnologies, les révolutions technologiques qui structurent l'humanité, qui se construisent sous nos yeux. Ces matières se trouvent au Congo. Pourquoi pas penser à une force d'intérêt commun avec les Américains? J'imagine que les rebelles hésiteraient à 2 fois avant de tuer quelques militaires américains. Comme ils le font, les capacités techniques, opérationnelles de notre armée, professionnaliser davantage nos services d'intelligence. Et tout cela dans l'urgence. La libération des prisonniers incarcérés pour des violations à caractère politique de l'ordre public. La mise en place d'un mécanisme pour solliciter le retour et garantir la sécurité des opposants qui se sont exilés. La résolution définitive de la question des Tutsis congolais à travers un dialogue inclusif de toutes les communautés du Grand Kivu et d'ailleurs, ainsi que des actions de sensibilisation contre toute stigmatisation et répression du discours et actes de discrimination. En complément aux mesures initiées par le président de la République sur la réduction du train de vie des institutions, le centre propose des réformes ci-dessous. Renforcement du contrôle des deniers publics par l'encadrement de la dépense publique. Et l'une des réformes les plus importantes, c'est de faire en sorte, et ça c'est l'expérience que le centre met à la disposition de l'opinion, les contrôleurs budgétaires, les comptables, et tous ceux qui sont dans le circuit financier de l'État et qui travaillent dans les ministères doivent devenir des agents avec de vraies capacités et une autonomie vis-à-vis des cabinets ministériels. Cette autonomie leur donnera du pouvoir, le pouvoir de contrôle, le pouvoir de vérification de la régularité des dépenses publiques. C'est une réforme essentielle si on veut améliorer la gouvernance et l'utilisation des fonds publics. Tant que les comptables seront des petits commis au service des ministres, ils obéiront au doigt et à l'œil à leur incurie. Interdiction formelle du paiement en espèces doit être faite à la Banque centrale, afin que les dépenses des institutions ne se fassent plus via la manipulation des billets de banque qui favorise le détournement, mais plutôt par virement bancaire. Où a-t-on vu, dans un pays sérieux, les dépenses de l'État se faire en cash? Nombreux parmi nous ont vécu en France, en Belgique, aux États-Unis, au Maroc, je ne sais pas, au Canada. Les dépenses publiques ne se font pas de main en main. L'État ne paye pas de main en main. Éliminer le cash dans les transactions publiques. Le passage d'écriture à travers le circuit bancaire renforcera la sécurité des fonds publics. Réduction en divisant par 3 les rémunérations des animateurs et membres des institutions. Rassurez-vous,
je crois que divisé par 3, ils auront quand même des salaires qui ne sont pas du tout négligeables. Voilà nos propositions. Chers pères spirituels, nous ne pouvons ignorer, en tant que mouvement centriste, les vertus du dialogue, qui du reste est profondément ancré dans notre philosophie politique. Ni ignorer les divergences profondes qui existent entre les acteurs politiques sur des questions essentielles de la vie nationale et qui requièrent un minimum de consensus, telles que l'organisation des élections, les réformes constitutionnelles, etc. Nous ne sommes pas non plus sourds aux revendications de certains compatriotes de l'opposition qui soit croupissent en prison ou sont en exil ou pas. Mais ces questions ne nécessitent pas forcément un dialogue. Elles dépendent d'une décision. Et nous l'avons dit plus haut. On n'a pas besoin de dialoguer pour que le président de la République, dans le cadre de cette cohésion nécessaire, libère les prisonniers qui ont été bien sûr arrêtés pour des questions d'ordre public liées à des actions politiques. Nous n'avons pas besoin d'un dialogue pour que le président de la République offre des garanties à ceux qui se sentent menacés et qui se sont parfois exilés. Nous avons besoin d'un minimum de verticalité. Il faudrait que le militaire au front sente qu'il y a un pouvoir qui dirige, qu'il y a une nation derrière elle, et que le combat qu'il mène, ou qu'elle mène, cette armée, est un combat qui a du sens. Notre démarche est faite de bonne foi et est empreinte de l'urgence d'agir qui guiderait tout cœur patriotique. Nous ne devons pas oublier que pour la RDC, il s'agit d'une guerre existentielle. Soit nous démontrons notre capacité à protéger notre héritage national, soit on nous le prendra. Winston Churchill disait « Vous avez choisi le déshonneur plutôt que la guerre. Alors vous aurez le déshonneur, mais aussi la guerre. » Chers pères spirituels, peuple congolais, dirigeants du Congo, à vous de choisir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Merci. D'aujourd'hui, par le président Germain Kambinga, et le ministre Kambinga a très clairement montré l'inopportunité d'un dialogue face à l'agression de la RDC, face aux milliers de morts de ces derniers jours, pour ne parler que de ces derniers jours, de la prise de Goma, face à la barbarie de l'armée rwandaise. Nous sommes des politiques, mais nous sommes de ces politiques pour qui la RDC vaut plus que nos ambitions personnelles. Et c'est avec beaucoup de détermination que nous défendons la nécessité de nous montrer tous patriotes plutôt que politiques calculateurs. Nous avons fait la démonstration, vous venez d'entendre le président Kambinga, de l'inopportunité d'un dialogue pour le dialogue. Le dialogue, il est dans l'attitude des institutions, à commencer par le président de la République. Nous ne l'avons pas exclu. Mais nous pensons que vous devriez réécouter l'ambassadeur rwandais à l'ONU dernièrement. Vous avez suivi notre ministre des Affaires étrangères qui a été excellente. Mais il faut froidement écouter. C'est toujours le même discours qui justifie le soutien
des puissances occidentales qui sont avec le Rwanda, en réalité. La même victimisation face à la RDC, alors que ce sont les Congolais qui meurent depuis 30 ans par millions. Le même prétexte anti-FDLR et le même angélisme des intentions rwandaises. Ils veulent la paix, ils veulent la sécurité, ils veulent le bien de tout le monde, alors que la barbarie parle. Et du gouvernement aujourd'hui, notre compatriote congolaise Judith Suminwa-Tuluka est bien à son poste. Le haut de toi de là que je m'y mette n'est pas la solution. Nous voulons la stabilité des institutions. Nous ne sommes pas au gouvernement. Nous ne disons pas qu'il faut absolument que nous redevenions ministres maintenant. Parce que nous mettons le Congo en avant. Nous n'avons pas besoin de partage des postes dans la logique de l'équitable et de l'équilibré. Nous voulons que les institutions de la République fassent leur travail. Le président est en place. Lui, il est là jusque 2028. C'est son mandat. La première ministre doit rester en place et régler les problèmes du Congo à la tête de son gouvernement. C'est sa mission. Le Parlement, Assemblée nationale, Sénat ont une majorité et une opposition qui doivent être républicaines et travailler pour le pays. Les cours et tribunaux, mêmement. Voilà, nous sommes le centre. Et le centrisme, c'est la force des équilibres, c'est la force des idées, c'est l'utilité de l'action. Merci beaucoup. Et je ne vais pas aller plus loin que ce que vient et de la verticalité qu'il doit y avoir dans le commandement de la République en ce moment précis. Vous savez, il ne faut pas donner l'impression à l'ennemi qu'il y a des signes de fébrilité. C'est surtout ça. Ils doivent comprendre qu'il y a un fighting spirit et que les Congolais sont soudés autour de leur commandant en chef, que les Congolais tirent les conséquences des petites batailles qui peuvent être perdues, mais gardent leur volonté entièrement rivée vers un but, qui est la victoire. La victoire parce que c'est la condition de notre survie en tant qu'État, c'est la condition de notre dignité. Donc voilà le sens de la démarche du centre. Sur le tribunal pénal ou le tribunal international pour le Congo, parce que, comme le président l'a dit, ça fait 30 ans que la crise elle dure. Et depuis 30 ans, vous avez dit qu'il y a des rapports, mais c'est depuis 30 ans qu'il y a des rapports sur les massacres qu'il y a au Congo. N'oubliez pas le rapport Mapping, n'oubliez pas toutes ces dénonciations qui ont été faites. Mais ça, ce n'est qu'un premier pas. Il faudrait que les responsabilités soient établies. Il faudrait que les gens payent pour ces crimes. Au Rwanda, en 1994, il y a eu un génocide qui n'a fait que 800 000 morts. Et je pense que nous sommes tous au courant, non seulement du tapage médiatique, mais il y a eu un tribunal spécial pour le Rwanda. Il y a eu des gens qui ont été condamnés, d'autres sont traqués jusqu'à aujourd'hui. 800 000 morts. Au Congo, c'est des millions de morts. Je pense que nous méritons que la vérité soit faite et que les responsabilités soient établies sur ces compatriotes qui sont... Ce sont nos compatriotes. Notre démarche, je le dis, elle vient d'un cœur patriotique. Ce que nous sommes tous touchés par le drame que nous vivons. Il y a eu 3000 morts à Goma. Et lorsqu'on annonce 3000, généralement, c'est 3 fois plus. Ce sont nos frères, nos cousins. Nous avons tous quelqu'un qui de la famille à Goma. Peut-être que nous n'avons pas des nouvelles. Peut-être qu'ils sont parmi ces gens qui sont comptabilisés comme morts. Jusqu'à quand cela va continuer? Et nous pensons que la solution pour définitivement établir les responsabilités et que les gens payent pour ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y ait ce tribunal pénal ou ce tribunal international pour le Congo. Ce sera donc la dernière étape, après toutes ces étapes diplomatiques, tous ces rapports, la dernière étape ou la finalité, c'est qu'il y ait ce tribunal pour établir les responsabilités et que les gens surtout payent. Et je pense que c'est cela qui ramènera la paix dans les communautés, parce que sans justice, il n'y aura pas de paix dans les communautés qui vivent à l'Est. Voilà.